Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'Amstel Gold Race. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette épreuve. La dernière, non organisée par Flanders Classic, parce que l'année prochaine, ça sera Flanders Classic à l'organisation, ce qui nous donnera peut-être une modification du parcours, ou peut-être une modification de certains paramètres de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok juste après l'arrivée de cette Amstel Gold Race masculine et l'épreuve féminine également. Il y aura le débrief de l'épreuve féminine dans une autre vidéo. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification, plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette Amstel Gold Race. On a eu une belle course, beaucoup de suspense dans le final, parce que c'est vrai que j'irai jusqu'à encore 10 km de l'arrivée. Tout le monde pouvait un petit peu revenir sur tout le monde. Van Der Poel, qu'à 12-13 km de l'arrivée, il avait 35 secondes de retard par rapport aux trois hommes de tête. En plus, je crois qu'à ce moment-là, ils étaient 4 ou 3, je ne sais plus. À ce moment-là, ça aurait pu le faire. Mais bon, ensuite, dans le groupe derrière, on n'a jamais réussi véritablement à très bien s'organiser. Du fait est que tout le monde a un peu trop regardé Van Der Poel. Il faut bien le dire. Parce que Van Der Poel n'était pas exceptionnel aujourd'hui. C'est la grosse surprise de cette journée, c'est que Van Der Poel n'était pas impressionnant. Sauf qu'il y a beaucoup de coureurs, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui se sont concentrées que sur Van Der Poel, qui ont oublié l'autre coureur. Je pense à EF, par exemple, qui aurait dû rouler peut-être un peu plus tôt, Vandenberg étant capable de battre Van Der Poel au sprint. La Groupama encore, bon, ils ont tenté de mettre des hommes devant, mais il y a des équipes qui sont un peu trop concentrées sur Van Der Poel et qui ont raté leur course, vu que Van Der Poel est passé à côté. Van Der Poel également, peut-être pas exceptionnel, mais aussi trop seul par rapport aux Flandriennes. Là, 50 bandes de l'arrivée, il n'y avait plus personne. Un peu comme Matthews, par exemple, qui a été également dans cette situation-là. Et puis, impossible pour revenir sur le groupe de devant. Il n'y avait pas suffisamment de coureurs qui roulaient. Israël a mis en route un petit peu tard. Intermarché aussi. EF, ils ont attendu les 20 derniers kilomètres quasiment pour mettre en route. Donc, au bout d'un moment, c'était un petit peu compliqué pour aller revenir sur les 12 hommes de tête. Ou 11, je ne sais plus. Non, ils étaient 12 au départ, puis 11. Puis à la fin, 4 hommes de tête qui ont réussi à s'imposer, mais on a eu un rythme intense pendant toute cette course. On arrive sur les horaires les plus rapides encore, alors qu'on avait plutôt du vent de face, ce qui montre encore la performance des coureurs sur cette épreuve. Et puis, on a eu des coureurs français au rendez-vous aujourd'hui. Je pense à la Pera, je pense à Groupama, même Vauclin également du côté d'Arca, qui a un peu craqué sur la fin. Vauclin dans les 10-15 derniers kilomètres, c'était un peu long pour Kevin Vauclin. Sauf Cofidis, ils ont tous abandonné chez Cofidis. Bon, ça a fait du slip. Il n'y a pas que chez Soudal Quickstep qu'on va faire une réunion d'urgence. Et puis des revenants aussi sur ce type de course. C'est-à-dire que la Pera, pas la Pera, pardon, Van Sevenant, Hirschi, j'ai même envie de dire Benoît par rapport aux performances qu'il avait eues cette année, c'est des coureurs qu'on n'avait pas beaucoup vus et qu'on réussit à retrouver des bonnes sensations. Donc on a eu du beau spectacle, on a eu du suspense, j'ai envie de dire, comme ces dernières années, il ne faut pas être cardiaque pour regarder cette épreuve. On a eu quand même du spectacle, on a eu des surprises. Je vais passer un bon moment dans cette course, tout simplement. Voilà, et puis on s'aperçoit que le Koberg, avec le circuit masculin, le Koberg n'est plus décisif. Ça s'est joué dans le Kuttenberg, encore, comme l'année dernière. C'est là où les groupes se sont formés, et c'est là où les coureurs les plus forts ont réussi à faire la différence, parce qu'on s'aperçoit que les 4 de devant, c'était les 4 qui étaient les plus forts dans le Kuttenberg, donc à plus de 30 bornes de l'arrivée. Allez,
On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top aujourd'hui, un Britannique, vainqueur, qui sauve la saison de classique de Ineos, parce que j'en parlais ce matin de la saison des classiques d'Ineos qui était pour moi décevante. Eh bien, pour moi, Thomas Pidcock, qui sauve cette saison des classiques avec cette victoire du côté de l'Amstel, malgré des paumes de main en piteux état après Paris-Roubaix, parce qu'il a dit ses mains n'ont pas récupéré de Paris-Roubaix, mais il a été très fort aujourd'hui, très très fort, Thomas Pidcock, intelligent dans le final, dans le sprint, face à Marc Hirschi, il a réussi à se faire oublier, parce que c'était le plus rapide avec Hirschi, et il a réussi à bloquer Hirschi. Il a été fort, je trouve, dans cette manière d'appréhender le sprint, de bloquer, mais de bloquer de manière légale, c'est-à-dire avec les balustrades. Hirschi s'est fait enfermer, tout simplement. Et puis, Pidcock, il avait une histoire avec cette course. C'est vrai, il en a parlé un petit peu en interview après la course, mais l'année où il fait deuxième derrière Van Aert, on a toujours eu un doute sur le fait que c'était pas lui qui était devant Van Aert. Le fait est que la photo finish n'était pas réglementaire par rapport aux normes UCI, par rapport aux normes World Tour. Il faut savoir qu'en normes World Tour, vous devez donc déjà avoir un système de secours pour les photos finish. Surtout, la photo finish doit être prise de deux points de vue différents, enfin de deux endroits différents. C'est-à-dire que c'est deux photos finish qu'on combine ensemble pour faire la photo finish globale qu'on voit à l'arrivée. En fait, c'est deux photos quasiment l'une sur l'autre. Et ça, c'était pas le cas. Il n'y avait qu'une photo finish, il n'y avait qu'un emplacement de photo finish. Ce qui fait que la photo finish, vous savez que il y a plein de problèmes qui peuvent engendrer une mauvaise interprétation de la photo finish, notamment la perspective, la parallaxe également, qui peuvent faire qu'on peut croire qu'un coureur est devant alors qu'il est au final derrière. Il faut toujours se méfier de l'arrière-plan sur une photo finish, ce que je vous conseillerais. Toujours se méfier de l'arrière-plan. C'est souvent l'arrière-plan qui est vainqueur par rapport au premier plan. Tout simplement pour une question de parallaxe. C'est le même principe qu'au niveau du canoë. Je ne sais pas si vous avez vu du canoë aux Jeux Olympiques ou de l'aviron aux Jeux Olympiques, du canoë sprint, je parle. Pas le canoë en olive. Eh bien, le coureur, le bateau qui est tout en bas en aviron, même s'il est troisième de la course, on a toujours l'impression qu'il est en première position. Ça s'appelle la parallaxe. C'est un gros problème. Ça fait aussi partie des soucis de perspective de parallaxe, notamment le ballon, on a l'impression qu'il arrive dans les cages alors qu'il est dans le petit filet. Ça vous est déjà arrivé, selon la prise de vue, le ballon, on a l'impression qu'il ne touche pas la ligne de corner alors qu'il touche la ligne de corner au foot. Et c'est aussi des questions de parallaxe selon l'angle de la caméra, selon la position. Donc pour éviter ces soucis-là, normalement il faut en fait une combinaison quasiment de deux photos finish. Ça fait partie des règles UCI, ce qui n'avait pas été appliqué cette fois-là. Donc c'est avec Pidcock, il a toujours un doute ce jour-là. Il a toujours un doute. Pour lui, il n'a pas vraiment perdu. Pour lui, Van Aert n'était pas devant. Mais on ne saura jamais. C'est comme le but de la Coupe du Monde 66 en finale. Le but des Anglais, on n'a jamais su s'il était bon ou s'il n'était pas bon. Ou la Coupe du Monde 2014 aussi, où il y a un but comme ça. 2004, oui, c'est 2014, je crois, où il y a un but sur un huitième de finale. Je crois que c'est l'Angleterre qui se prend un but et on n'a jamais su si le but il était valable ou pas. Ça fait partie des légendes du sport. Et Pidcock, ce jour-là, il l'avait eu mauvaise. Et bien aujourd'hui, il a réussi à rectifier le tir avec pour moi, une belle victoire. Une belle victoire de Pidcock. Et puis, il a gagné l'Estradé, il a gagné l'Amstel. Pour moi, il a gagné déjà donc 2 classiques qui correspondent à ses qualités. Pour moi, c'est plus un coureur pour Liège-Bastogne-Liège que pour Paris-Roubaix. Pour moi, Thomas Pidcock. Et je crois qu'il l'a enfin compris cette année. Il a fait que Roubaix cette année au niveau des classiques flandriennes. Et le Etnieuxblatt aussi, qu'il avait fait en début de saison, mais il a fait que 2 courses flandriennes. Il s'est vraiment concentré plutôt sur ses Ardennaises, sur également le Tour de France, qui serait un objectif important pour lui. Il a modifié la manière de faire sa saison. Il veut jouer le classement général des grands tours, ça c'est son nouvel objectif. Je crois qu'il a compris que sur les pavés,
avec son gabarit actuel, il pouvait pas faire de miracle. Pidcock, c'est 1m70, 58 kg. Donc c'est un gabarit qui est équivalent à Brian Cocard. Brian Cocard, sur les pavés, ça a toujours été problématique. Par contre, sur l'Amstel, ça marchait bien. Brian Cocard, Pidcock, il a enfin compris que sur les courses puncher, c'est plus son gabarit, c'est plus ce qui convient. Et puis il a réussi à se débrouiller avec une équipe qui a été solide autour de lui. C'est vrai qu'avant qu'il attaque, Pidcock, il est bien entouré. Ça faisait depuis quelques temps qu'on n'avait pas vu une équipe Ineos aussi forte sur une classique. On a vu Riviera énormément. On a vu également Friday à un moment travailler, Kwiatkowski. Enfin, c'est des coureurs qui ont été importants sur cette course. Et puis donc la victoire de Pidcock, elle fait du bien, je pense, à Ineos. C'est quand même pas le meilleur début de saison qu'a fait Ineos. Donc je pense que ça a fait du bien. Et puis pour Pidcock, le chapitre Amstel, il est refermé, on va dire, avec encore une fois cette situation face à Van Aert. Et puis il a couru, je trouve, super intelligemment. Il a suivi le coup de Tige Bennett et Maury Van Sevenant, mais à ce moment-là, c'est pas le coureur qui fait le plus d'efforts. Quand vous regardez bien dans le Kuttenberg, Bennett fait beaucoup d'efforts, Hirschi fait beaucoup d'efforts, Van Sevenant, mais lui, il suit juste les coups. Ensuite, je trouve que dans le groupe de 12, il passe ses relais, mais gentiment. C'est pas le coureur qui est le plus productif, pour moi, de la sensation que j'ai. Il saute pas 50 relais, mais il saute quelques relais. Alors ensuite, dans le groupe de 3, c'est vrai que c'est plutôt Bennett qui avait tendance à sauter les relais. Bon, après, sur la fin, il a bien été aidé par Maury Van Sevenant qui a fait rouleur de luxe. Mais pour moi, pour Pidcock, c'était très bien. C'était très bien et le scénario de la course s'est parfaitement déroulé. Il n'a jamais paniqué. Donc non, très belle victoire parce que dans le groupe de 4, pour moi, c'était le favori avec Hirschi. Il a très très bien géré le final. Je trouve qu'il a été vraiment intelligent dans le final. Donc content. Content pour Pidcock, voilà, à 24 ans. Après l'Estradé, l'Amstel. Voilà. Il aime bien les 6e monuments. Pidcock. Bon, sur Liège, il y aura aussi quelque chose à tenter. L'année dernière, il avait fini 2e derrière Remco Evenepoel. Mais je crois qu'il n'avait pas vraiment senti quand. Je crois qu'il n'était pas dans la roue de Remco Evenepoel quand Remco était parti. Je crois me rappeler. Voilà, il y avait un petit écart. Donc, j'espère qu'il ne fera pas la même erreur sur cette course, tout simplement. Puis voilà, j'espère un bon résultat pour lui sur ces classiques ardennaises, mais ça commence bien. On verra mercredi sur la flèche. Ça sera peut-être pas si évident que ça pour lui sur la flèche wallonne, parce qu'il faut de la puissance et il y a des coureurs là puissants qui sont très intéressants. Deuxième coureur top du jour, Paul Lapera. Alors, autant Pidcock, je trouve, a couru de manière très juste. Autant Paul Lapera, il court, je trouve aussi de manière juste par rapport à la stratégie de course. J'en avais parlé ce matin, parce que dans une des questions de l'épisode de départ fictif, que je vous invite à regarder, qui est arrivé en ligne un petit peu tardivement, qui est arrivé en ligne à 13h, enfin 12h45 précisément, j'avais dit de Paul Lapera, on m'avait demandé est-ce que tu le vois faire un podium ou remporter une des Ardennaises. J'avais dit ça me semble compliqué parce que dans l'équipe, j'ai dit il y a Dorian Godon, il y a Cosnefroy. Donc pour moi, il y avait des cartes qui étaient devant lui. Mais il y avait une possibilité pour s'imposer. Anticiper. Il a magnifiquement anticipé. Et dans le groupe de 3, c'était le plus costaud. Dans le groupe où il y avait Mickaël Honoré, qui n'est pourtant pas un manche. Il y avait c'était Mollema qui était là déjà à ce moment-là. Pour moi, c'était le plus fort de ce groupe-là. Ils partent à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Attaque qui est solide. À 3, ça part bien. Ils profitent d'un moment où on est un peu sur une phase de transition, où tout le monde a un peu peur de Van Der Poel déjà à ce moment-là, mais où on commence à voir quand même que Van Der Poel est un petit peu seul, surtout que Quinten Herman s'est tombé. Donc il se retrouve un petit peu dans une situation qui n'est pas évidente.
Et là, Paul Lapera sent bien le coup, décide d'accélérer. Bien joué. Je crois que c'est dans le premier passage au Coburg. J'ai oublié de noter à ce moment-là, j'aurais dû noter. Pour moi, c'était au premier passage au Coburg. Euh, et après, ils collaborent bien les trois. Le peloton va revenir un moment à 15 secondes. Et puis c'est à partir de ce moment-là où dans le Kuttenberg, il y a Bennett qui accélère. Et là, il faut réussir à relancer la machine. Hein, quand on a déjà 15 km d'échappée dans les pattes, bravo, il arrive à relancer, il arrive à remettre la machine en route. Et puis après, même dans le final, il finit cinquième aujourd'hui, mais parce qu'il prend le risque de tenter de ressortir dans le Gemmelenberg. Non, c'était le Gemmelenberg ou c'était dans le dernier mont où il arrive à ressortir la Pera, donc à 6 km et demi de l'arrivée. À ce moment-là, il a déjà 248 km dans les pattes, donc c'est pas anodin. Il arrive à relancer la machine, il arrive à faire une attaque, à garder, à presque revenir sur les 4 de devant. Sauf que avant de se Venant décide de rerouler, voilà, qu'il n'arrive pas à re-rentrer. Mais il a été très fort, très 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 fort à la Pera sur les 50 derniers kilomètres. Pour moi, il a fait pareil qu'à Cholet. Pas à Cholet, pardon, à Classique Loire-Atlantique. Classique Loire-Atlantique, je crois qu'il était parti à 51 ou 52 km de l'arrivée. La différence, c'est que la Classique Loire-Atlantique, c'est pas la Coupe de France avec le plus de densité, vu qu'elle se déroule le même jour que Milan-San Remo. Là, on est quand même sur une course avec une énorme densité au départ. Moi, quand je l'ai vu gagner Classique Loire-Atlantique, pour moi, c'était déjà presque un soulagement parce que Paul Lapera, c'était un coureur où je vous en avais parlé, il avait presque failli ne pas retrouver vraiment de contrat. Son contrat avait été signé assez tardivement avec Decathlon AG2R. Et je m'étais dit, bon, ça fait partie des coureurs qui, jusqu'à maintenant, on en attendait beaucoup et n'ont pas montré tant de choses que ça chez les professionnels. Cette année, il y arrive et tu sens qu'il essaie d'enchaîner dans les résultats. Un peu comme un Benelli. C'est un peu le même Benelli l'année dernière. Je trouve Paul Lapera cette année, on est sur des profils qui sont similaires en termes de résultats, en termes de progression. On a une grosse progression. Et puis bon, ça a couru quand même à 42,4 de moyenne. Hein. L'année dernière, on avait fait combien? On a couru plus vite que l'année dernière. Normalement, c'est plutôt 42. Alors, c'est moins vite qu'en 2021, mais 2021, c'était un parcours qui était plus facile. Oui, on était plutôt à 42, voire 41. Et là, ça a roulé extrêmement fort, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas arrêté. Gros rythme, premières heures de course qui étaient très rapides. Donc non, chapeau. Chapeau, hein. Par rapport à l'année dernière, c'est 4 minutes de mieux. Enfin, sur le temps du vainqueur. Donc c'est quand même pas anodin. Donc non, chapeau Lapera. Il a été très bon, très très bon. Et puis je trouve que Decathlon AG2R a bien géré. C'est-à-dire d'un côté on a Paul Lapera, de l'autre on a Cosnefroy. Cosnefroy fait quand même 16e aujourd'hui, malgré le fait que c'est pas le plus rapide au sprint. Voilà, il fait quand même 16e alors que on travaillait plus, enfin on était un peu dans une situation entre deux eaux avec Paul Lapera, Dorian Godon un petit peu plus loin. Il est quand même dans le deuxième peloton, Dorian Godon, mais il finit 36e. Mais je trouve que ouais, c'est une belle course aujourd'hui pour cette structure. Voilà, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Lapera aujourd'hui. J'étais très content pour lui. Et puis, voilà, encore une fois, on voit une progression dans les résultats. Comme quoi, je le dis souvent, hein, mais la confiance est importante dans le cyclisme. Lapera, je pense que c'était peut-être un coureur qui n'avait pas forcément confiance en lui. Et puis il a vu, au fur et à mesure, il a vu qu'il pouvait gagner en Coupe de France. Premier cap de passé, puis cette confiance en Coupe de France, ça lui a permis de se présenter autour du Pays Basque avec un petit peu de confiance. Là, il gagne une épreuve World Tour, une course par étape World Tour, donc il se dit, ah bah tiens, je peux peut-être jouer avec les meilleurs. Derrière, il arrive à faire 5e de cette Amstel, qui est l'une des plus grosses classiques de l'année. Ça va lui donner voilà, il va avoir encore plus envie d'y aller. Et puis bon, le début de saison de Decathlon, là c'est encore 225 points pour Lapera. Je pense que Lapera, il était même pas dans les 20 premiers de l'équipe au niveau des points UCI. Parce qu'il faut savoir que les points UCI, c'est sur les 20 premiers coureurs de chaque formation. Je suis même pas sûr l'année dernière qu'il était dans les 20 premiers, Paul Lapera, au niveau des points UCI. Donc non, ça fait du bien, ça fait du bien. Puis ça montre que Lapera, il est pas si jeune que ça par rapport je disais un Remco Evenepoel. Il a le même âge il a un an de moins que Pidcock. Voilà, il a un an de moins que Pidcock.
mais il est plus vieux que Vauquelin, il est plus vieux que, il doit être du même âge que Remco Evenepoel. Tu vois, parfois il faut du temps pour qu'un talent s'exprime. On l'avait vu l'année dernière avec un Derek Guy, avec un Benelli. On le voit cette année avec Paul Lapera. Voilà. Il faut parfois laisser du temps. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui dans le monde du cyclisme à se dire ah bah le coureur il a 24-25 ans, il n'a pas eu de résultat, bon ça y est, il est finito. Ben, on s'aperçoit que des fois ça prend plus de temps que ça. Il faut aussi qu'il y ait la confiance. C'est pas que les qualités physiques. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Troisième coureur ou équipe top. Et encore français, dis donc. Groupama. J'ai bien aimé la course de la Groupama. Alors déjà, je vous mets la Groupama au niveau des points UCI. Parce que Madouas fait 6, Paché fait 8, Grégoire fait 12. Ils en collent quand même 3 dans le top 15. C'est la seule équipe qui arrive à faire ça. Donc déjà, chapeau. Pour moi, la seule erreur qu'ils font, c'est que j'ai l'impression que Paché était plus fort que Madouas. Malgré tout, bon, dans le final, Madouas fait 6, Paché fait 8. Mais j'ai quand même cette impression-là, cette intime conviction que Paché me semblait vraiment avoir des jambes de feu aujourd'hui. Et Madouas était plus ric-rac. J'ai le sentiment déjà quand le groupe de 11 part, Paché, j'ai l'impression, arrive à tenir les roues sans trop de difficultés. Madouas est déjà limite. Et dans les 30 derniers kilomètres, Madouas, il est limite tout le temps. Alors c'est quand même fort parce qu'il arrive à finir devant Bilbao, qui me semblait plus frais, Pello Bilbao dans ce groupe-là, alors qu'il est tout le temps au maximum dans les 30 derniers kilomètres de course. Paché me semblait un petit peu plus frais. Après, est-ce que Quentin Paché aurait été en capacité d'aller chercher les 5 qui étaient devant ? Je suis pas sûr, malgré tout. Je suis pas sûr. Mais Paché s'est sacrifié, là on voit encore le gros travail d'équipe. C'est important d'avoir des mecs comme Quentin Paché dans des formations, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de se mettre de se dépouiller complètement pour un leader. Sans état d'âme, sans dire je peux quand même jouer ma carte, non. Quentin Paché, il donne toujours le maximum, on l'avait vu avec Romain Grégoire sur le Tour du Pays Basque, on le revoit là aujourd'hui, mais c'est régulier. Quentin Paché, moi je me souviens à Imola, au championnat du monde, c'est lui qui place sa première banderille de la journée du côté de l'équipe de France. On est à 75 km de l'arrivée, entre 70 et 75 km de l'arrivée, c'est lui qui prenait le premier gros coup d'accélérateur. Quentin Paché, voilà, c'est un coureur qui est toujours au service de ses leaders, qui fait toujours du bon boulot. L'une des rares bonnes trouvailles de Jérôme Pinault, il faut quand même le saluer, il a eu quelques bons coureurs qu'il a trouvés, Jérôme Pinault, mais non, bien content quand même pour la Groupama. Et puis tu t'aperçois que je pense qu'ils ont peut-être un peu raté leur préparation à la Groupama, parce que tu t'aperçois que les résultats arrivent plus tard que prévu. Sur les Flandriennes, ils n'ont pas été à l'ouest, mais ils ont eu du mal à attraper des gros résultats. Tu t'aperçois que la semaine dernière, Paris-Roubaix, ça leur a fait du bien, je pense, en collant 2 coureurs dans le top 10 déjà à ce moment-là. Là, ils recollent encore 2 coureurs dans le top 10. Et puis, je trouve que c'est très fort ce qu'a fait Romain Grégoire. Il est battu par Matthews, mais qui est quand même très fort au sprint. Vandenberg, qui est très fort en ce moment, qui tient la baraka. Donc en fait, il est battu par les 2 coureurs les plus rapides du deuxième peloton. Et Romain Grégoire, pour une première participation à l'Amstel, il y a Paul Lapera et lui sur la première participation à l'Amstel pour moi, qu'on réussit à être dans le top 15, peut-être Vito Braet. Est-ce que Vito Braet, il l'avait fait l'année dernière avec Team Flanders, l'Amstel? C'est pas sûr. Si, il avait fait l'Amstel, mais il avait abandonné. Tu vois, dans les débutants à l'Amstel, c'est pas forcément facile, et il a réussi à faire du bon boulot, comme Paul Lapera, qui a réussi à faire également du bon boulot cette année. Donc non, c'est bien. C'est bien pour cette équipe. Ça va donner des grosses ambitions pour les leaders. Donc non, très content pour ce coureur. Voilà, pour oui, très content. Voilà, pour la Groupama et pour Madouas et pour Paché, surtout qu'il y a eu quand même quelques critiques sur cette première partie de saison entre David Gaudu qui avait du mal à marcher. Là, ils ont remporté quand même les 3 courses du côté du triptyque de Franche-Comté.
Ils gagnent là aussi, enfin ils font 3 coureurs dans le top 15 aujourd'hui. On a pas mal critiqué Marc Madiot, pardon, en ce début de saison, en disant oui, c'est pas gérer son équipe, voilà, plein de choses. Moi je vois quand même que les jeunes coureurs, il arrive à les amener au top niveau. Moi je vois aussi que son équipe, elle tourne quand même en termes de résultats. Et vu le budget, je trouve que bon, il fait quasiment aussi bien que Bahreïn pour un budget qui doit être de 5 à 10 millions inférieur. C'est pas... Il arrive à faire aussi bien que Bora, encore une fois, avec un budget qui doit être de 5 à 10 millions inférieur. Donc je trouve que c'est vraiment du bon boulot que fait la Groupama, surtout qu'il faut prendre en compte aussi les charges sociales qui font que les budgets des équipes françaises en fait, sont un peu plus faibles que dans les Émirats où les charges sociales sont minimes, ou même en Grande-Bretagne où c'est plus faible, ou en Belgique où c'est plus faible. Voilà, ça fait des différences entre les différentes formations. Je termine avec un dernier coureur, Marc Hirschi. Très fort ce qu'il a fait, hein, Marc Hirschi aujourd'hui. Je parlais de revenants. Il y a 2 revenants pour moi aujourd'hui, c'est Van Sevenant et Hirschi. Hirschi, sur les épreuves World Tour, ça faisait combien de temps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là? Hirschi, on l'avait vu sur des semi-classiques italiennes, sur des épreuves en France. Je pense Drôme classique, Ardèche classique. Cette année, il gagne l'Ardèche classique, Hirschi, avec Ayuso. Mais ça faisait depuis combien de temps qu'on n'avait pas vu performance sur une classique World Tour? Mais vraiment performant. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus costaud. Il faudra s'en méfier sur la flèche, hein. Je vous le dis, sur la flèche wallonne, Marc Hirschi, et il connaît l'arrivée. Là, il a mis une minace dans le Kuttenberg. Il va falloir faire attention à lui, hein. C'est peut-être mon favori pour la flèche wallonne, hein. Non, il a été hyper solide aujourd'hui. Sur un parcours qui est peut-être pas celui qui lui convient le plus sur les Ardennaises. Donc non, ça fait du bien de le revoir, mais il a su saisir l'opportunité. Je trouve qu'il a un peu couru la Kiatowski. C'est Kiatowski, 3 jours par an, il est leader. Là, Hirschi, il n'a pas souvent ce statut de leader. Il faut quand même le dire que depuis l'année dernière, quand il a ce statut de leader, il arrive à saisir sa chance. Il arrive à obtenir le résultat. Là, Hirschi, il avait ce statut de leader aujourd'hui avec Juan Ayuso, mais Juan Ayuso a eu un petit peu de mal. C'était sa première, hein, je crois, sur l'Amstel. Il a un peu souffert. En plus, il est tombé. Juan Ayuso, il a réussi à vraiment faire tenir un gros résultat. On lui a donné les clés du camion. Il a réussi à très très bien s'en servir. Alors oui, il manœuvre pas hyper bien dans le final, mais je trouve que c'est Pidcock en fait qui manœuvre très bien, surtout du côté du coureur suisse. Et puis voilà, enfin des gros résultats quoi sur des épreuves World Tour. Bon, il y avait eu les classiques canadiennes, mais là on est sur l'Amstel, on est sur un niveau dessus. Je suis content pour Hirschi parce que c'est un coureur qui a eu du mal chez UAE, qui va peut-être rejoindre la Tudor, même en fin de saison, ce qui serait une bonne chose pour faire progresser la Tudor et pour lui redonner un vrai statut de leader régulièrement, ce qu'il n'a pas chez UAE. Moi, j'aimerais bien voir des duels Pogacar-Hirschi l'année prochaine. Je pense que ça serait pas mal. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe au bonnet d'âne. Je commence à voir. Certains diront c'est un flop un peu sévère. Je le conçois. Mais Van Sevenant, vous savez... Alors, moi, je suis content. Il est de retour, Van Sevenant. C'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Alors ça arrive parfois sur l'Amstel d'avoir des coureurs qui retrouvent d'un coup une condition physique, mais que sur cette course-là. Donc j'espère que ça continuera pour Van Sevenant, parce que c'était quand même un coureur qui, quand il est arrivé chez Soudal Quick-Step, moi m'avait impressionné. Donc j'espère qu'on retrouvera le Van Sevenant sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège avec ce niveau-là. Mais du côté de Van Sevenant, putain, on est sur une classique, tu cours pas pour faire 4. Je vais être méchant, hein, mais entre 4 et 8 ou 9 pour Van Sevenant, ça change pas grand-chose. Moi, j'aurais été content, Van Sevenant, s'il faisait 8 ou 9. Hein. Pour moi, qu'il fasse entre 4 ou 9, c'est déjà bien pour lui un top 10. Il revient de saison où il a été nulle part. Top 10 sur l'Amstel, c'était déjà bien. Donc pour moi... Faire tout pour finir 4,
Bah, c'est comme Nils Politt. Voilà. Autant je peux le concevoir sur une manche de Coupe de France en fin de saison où tu es en bagarre pour aller chercher les points de la Coupe de France et oui, courir pour une 5e place, pour une 4e place, au lieu d'une 7e ou une 8e, ça peut avoir son importance. Je pourrais le comprendre en cas de points UCI également, mais bon, Quick-Step, je pense, n'a pas besoin des points UCI de Van Sevenant. Et c'est un peu comme l'Apéra, je suis même pas sûr que Van Sevenant était dans les 20 premiers de sa formation. Mais courir pour faire 4, on est sur une classique, quoi. Je peux le comprendre quand c'est une course par étape. S'il y en a un qui joue le général et l'autre joue la victoire d'étape, ou s'il y en a un qui joue le classement de meilleur grimpeur et l'autre la victoire d'étape, je peux le comprendre. Je peux le comprendre quand c'est un championnat, on va dire. Mais là, on est sur une classique seule. C'était peut-être l'opportunité de jouer ta carte. Et en plus, pour moi, il y avait de quoi faire peut-être une première place. Parce que si il est en dernière position, que ça se regarde, il se décolle un petit peu. Tu sais, il se décolle un petit peu des 3 premiers. Et bim, il en met une. Bah, c'est pas sûr que derrière, ça roule. S'il arrive à faire 4-5 mètres d'écart tout de suite, et ça aurait pu aller au bout. Sauf que la manière dont il a couru dans les 900 derniers mètres, bah, c'était impossible de faire ça, vu qu'il a décidé de se mettre en première position. Je trouve ça un peu dommage de courir de cette manière pour une 4e place. Je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée, j'espère que c'est lui qui a eu l'idée, j'espère que ce n'est pas une demande de son équipe, parce que je trouverais que là, on joue vraiment petit bras du côté de la Soudal Quick-Step. Mais voilà, c'est ce qui m'énerve, c'est le fait de vouloir tout faire pour faire 4. Mais comme ça m'avait énervé avec Nils Politt de tout faire pour faire 2, je pense qu'il y a un moment, il faut prendre des risques. Et l'Apéra, aujourd'hui, il a pris des risques. Alors oui, il fait 5. Attends, vous me dire, il fait que 5. Oui, mais il a pris des risques aujourd'hui. Bah moi, je préfère la course de l'Apéra, qui est pourtant une place derrière. Je préfère la course, oui, de Groupama, par exemple, que la course de Van Sevenant. Voilà, moi, je trouve que ouais, c'est les mecs qui jouent un peu petit bras. Moi, ça m'énerve au bout d'un moment. Enfin, on est dans le cyclisme. Tu veux créer du spectacle, c'est pas en courant de cette manière que tu crées du spectacle. Et le cyclisme, c'est aussi savoir faire de la tactique. Savoir faire des gros coups tactiques, ça fait partie des choses qu'il faut avoir quand on est cycliste. Deuxième flop, Alpecin de Koninck. Alors, certains ont une théorie comme quoi Van der Poel se serait désintéressé de la course. Ouais, avec le maillot de champion du monde à domicile. Non, et puis la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu aussi. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est une théorie fumeuse. L'Amstel, c'est important, c'est la seule course World Tour néerlandaise de la saison. C'est la seule classique néerlandaise World Tour de la saison. L'autre course, l'autre grande classique, c'est la Volta Limbourg Classique. On est quand même un grand niveau en dessous. Donc c'est hyper important. Surtout avec le maillot de champion du monde. Un Néerlandais à domicile avec le maillot de champion du monde qui s'impose sur l'Amstel. Ça a de la gueule. Vous croyez vraiment que Van der Poel il serait désintéressé de la course de cette manière? Non, le problème de Van der Poel, c'est que pour moi, quand il s'est aperçu que son équipe n'était plus là, il a essayé de jouer caché en se disant bah, j'ai plus d'équipier, donc vu que j'arrive pas à faire la différence en créant une attaque, parce qu'il a tenté d'attaquer, ça n'a pas fait la différence. Bon, il s'est dit déjà j'ai peut-être pas des jambes exceptionnelles, et deuxièmement, bah, faut qu'on me tracte jusqu'à l'arrivée. Je pense qu'il ne s'attendait pas à Van der Poel, c'est que EF, par exemple, Israël, mettent autant de temps avant de mettre en route et se fient autant à Van der Poel et arrêtent presque de courir, calquent presque leur stratégie, tellement sur Van der Poel qu'ils en ont oublié la victoire. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais je trouve que le vrai flop de cette journée, c'est Alpecin. Alors je ne sais pas si... Je pense qu'il y a une erreur stratégique déjà, c'est de vouloir contrôler la course sur un gros rythme. Parce qu'on est quand même sur l'Amstel. L'Amstel, c'est 3000 mètres de dénivelé positif. C'est une course où il y a très peu de moments de répit en plus. C'est à part les 2 premiers monts, les 2-3 premiers monts qui sont... tu as les 2 premiers qui sont dans les 60 premiers kilomètres de course où il n'y a que ça. Ensuite, ça s'enchaîne tout le temps, quoi. Sur les 180 derniers kilomètres, t'enchaînes un mont tous les 7-8 kilomètres, je pense. La moyenne, ça doit être ça. Donc vouloir contrôler sur un gros rythme, avec pourtant le vent de face,
sur une course aussi difficile, pour moi, c'était une erreur. Parce que en plus, tu dis à tout le monde, et regarde, j'ai des bonnes jambes, et coucou, j'ai des bonnes jambes. Ce qui, pour moi, n'était pas l'idée du siècle. Et puis ensuite, il s'est retrouvé très seul dans le final, donc il pouvait rien faire. Craig Anderson, je trouve, a craqué assez vite. Quinton Hermans, au final, il tombe au mauvais moment. Axel Lawrence, il suit une attaque à 80 bornes de l'arrivée, mais sinon on l'a assez peu vu. Il suit une attaque dans le deuxième passage au Coburg, mais ensuite on l'a assez peu vu. Donc ouais, il y a plein de... Enfin, je trouve que Alpecin a fait des erreurs au niveau stratégique. Moi, j'aurais pas couru de cette manière du côté d'Alpecin. Moi, j'aurais plutôt essayé de jouer peut-être petit bras. J'aurais peut-être essayé de laisser une échappée devant. C'est vrai il y a quasiment aucune échappée qui a eu une longue avance. Moi, j'aurais peut-être laissé un petit peu de temps à l'échappée et en essayant de faire rouler les autres. Pour moi, j'aurais essayé de faire rouler les autres. Et je pense que ça a été une erreur du côté d'Alpecin, c'est de vouloir vraiment prendre en main la course. Et on voit qu'à 50 bornes de l'arrivée, il n'y a plus personne. Sur la dernière heure et quart de course, à part Van Der Poel, on n'a quasiment pas vu d'autres Alpecin. On voit un petit court moment Quinton Hermans quand il tombe notamment. Mais sinon, on voit quasiment pas d'Alpecin parce qu'il n'y en avait plus. Ça, je trouve ça un petit peu dommageable. Troisième flop, encore une équipe. De toute façon, c'est que des équipes jusqu'à la fin. DSM. Ça a été une longue journée pour DSM. On parlait de Cofidis, où tous les coureurs ont abandonné aujourd'hui. DSM, il y a quand même 2 abandons et c'était 2 têtes d'affiche. Que ça soit Warren Barguil et Oscar Ondy, ils sont tombés et c'était 2 têtes d'affiche sur ces Ardennaises. Warren Barguil, parce qu'on sait que sur la Flèche Wallonne, il peut obtenir un résultat. Oscar Ondy, parce que c'est une belle pépite aujourd'hui. Sauf que les deux ont abandonné. Alors j'espère qu'Oscar Ondy, c'est pas encore une chute, parce que c'est quand même un coureur qui a tendance à énormément tomber. Du côté de Warren Barguil, c'est une chute, et ça, c'est pas très rassurant. Il semblerait qu'il ait tapé au niveau du coude. Donc ça, c'est pas très rassurant avant la Flèche Wallonne, surtout que le mur de 8, autant vous dire, vous tirez énormément sur le guidon, sur le mur de 8, vu les pentes. Vous tractez avec le guidon, hein. Donc ouais, c'est pas l'idéal pour cette formation. Surtout que c'était une course à domicile, comme Visma Lease the Bike. Aujourd'hui, le premier coureur, c'est Vermarke, qui finit assez loin, je crois qu'il finit 25 ou 27. Kevin Vermarke, l'américain. Teusveld a lâché assez vite. Enfin voilà, ça a été un petit peu la Bérésina pour DSM. Bérésina qui était déjà là sur les classiques, puisque à part la place de Degenkolb sur Paris-Roubaix, sinon ça a été le néant sur les classiques flandriennes. C'est inquiétant pour DSM parce qu'ils n'ont pas tant de marge que ça par rapport à Arkea au niveau des points UCI. Alors heureusement aujourd'hui pour Arkea, enfin pour eux, pour DSM par rapport à Arkea, c'est que Vauquelin a craqué dans les 10 derniers kilomètres, il finit 40e, donc il marque que 10 points UCI, alors que s'il avait fini dans le top 10 ou dans le top 15 par exemple, s'il finit à la place de Didi Lantens, donc qui est 15e, ça faisait 35 points UCI, donc ça faisait quand même un petit peu plus. S'il finissait 10e, c'était 85 points UCI par exemple, mais il a totalement craqué sur la fin, donc ça c'est dommage. Et du côté de DSM, on n'a pas tant de marge que ça au niveau des points, donc il faut faire attention, surtout que l'année dernière sur les grands tours, c'est pas comme si ça s'était extrêmement bien passé, que ça soit sur le Tour de France notamment, où ça avait été la Bérésina, et je suis pas convaincu que Jakobsen il fasse des très grands résultats au sprint. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu par cette formation qui n'a pris que 20 points UCI. Bon, l'avantage c'est que Arkea en a pris que 10 et que Cofidis en a pris 0 avec que des abandons, notamment des frères Izaguirre. Mais oui, il va falloir faire attention quand même du côté de la DSM, la marge de sécurité n'est pas énorme. Heureusement pour eux aussi, c'est que Astana marque un petit peu plus de points, mais pas suffisamment pour aller... et puis qu'ils sont loin, en plus Astana, mais c'est vrai qu'ils ont marqué 30, 40, 50, 55 points. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore suffisant pour cette formation pour revenir
dans le match. Et puis je termine avec Israël. Bah, je n'ai pas compris pourquoi cette équipe n'a pas roulé. EF a mis à rouler un peu tard, mais a quand même roulé. Eux, on les a pas vus de la journée. Pourtant, donc, il semblerait qu'il y avait Dylan Tuns et Stéphane Williams. Alors peut-être qu'ils ont roulé sur la toute fin, mais c'était trop tard, c'était trop tard. Alors, ça fait partie, je pense, des équipes qui se sont un petit peu trop calées sur l'équipe Alpecin, sur Van Der Poel, sur la stratégie de Van Der Poel, et qui ont presque refusé l'obstacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sont aperçus que Van Der Poel n'était peut-être pas au top, ils n'ont pas réussi à réagir, ils n'ont peut-être pas réussi à s'en apercevoir assez vite. Et ce qui fait que ça fait une course, je dirais, un peu moyenne, parce que Dylan Tuns, on voit qu'il est fort, on voit qu'il est performant. Il prend que la 15e place parce que bon, c'est pas le meilleur sprinter non plus. Et peut-être que si on avait réussi à revenir un petit peu plus fort, ça aurait peut-être été différent. C'est dommage aussi, c'est que l'équipe était solide au départ sur le papier. Mais Clark finit 54, Fuglsang 76, 96 pour Corbin Strong. Je m'attendais à un peu mieux de Corbin Strong quand même aujourd'hui. Et Chris Neyland est centième. Parce que Corbin Strong, alors c'est fou Corbin Strong, parce que pour moi c'est un sprinter qui est du profil de Michael Matthews. Donc pour moi c'est un mec qui doit réussir à être performant sur ces courses-là. Je trouve que en fait les courses qui conviennent à Corbin Strong, il y a genre 3 ou 4 jours de courses par an. Sinon ça lui convient jamais. Soit c'est trop plat, soit c'est pas assez pentu, soit c'est trop pentu. Donc je trouve que c'est un vrai problème. Et du côté d'Israël, je trouve qu'on a commencé à rouler un petit peu trop tard pour cette équipe. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!